Bonjour à tous. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour un atelier sur l'assurance maladie et notamment la DSN événementielle. C'est un webinaire qui nous a été proposé par la CARSAT et CPAM, Assurance Maladie, que nous remercions pour cette proposition et cette démarche parce que c'est vrai que c'est un sujet sensible dans nos cabinets et c'est toujours intéressant d'avoir le retour de ce qui se passe, de ce qu'on en voit, et de bien comprendre pour éviter les anomalies et que le circuit soit beaucoup mieux traité. Alors, le circuit de la DSN événementielle et les rejets du tableau de bord seront traités par Romain Meza, qui est conseiller informatique à la CPM 31. Deuxième partie avec la gestion des pièces jointes et la subrogation avec Sandra Caman, qui est conseillère informatique CPM 32. Et en dernière partie, nous aurons le dernier jour de travail, la réglementation sur le dernier jour de travail et les salaires établis avec Jérémy Florentin. Jérémy qui est conseiller informatique CPM 30. Voilà. En soutien, nous avons Sébastien Lemétayer, qui est ingénieur conseil CARSAC Languedoc-Roussillon et responsable des études prospectives. Nous avons Pierre Lajournade, délégué à la stratégie entreprise CPM 66, référent manager également. Et il y a aussi deux référentes techniques, Stéphanie de Saint-Riquet et Anne-Marie Berroyer, qui sont là pour assister et donner leurs compétences, surtout au niveau des traitements des questions, au final, quand il y aura besoin. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Romain Messa pour commencer sa présentation. Bonjour à tous. Donc, nous allons vous présenter un petit peu le circuit de la DSN événementielle, qu'est-ce qu'un signalement et ensuite quels sont les rejets du tableau de bord pour ensuite aborder les éléments liés aux pièces jointes, à la subrogation, au dernier jour de travail et au salaire établi. Donc, le webinaire ne devrait pas tarder à s'afficher. Est-ce que vous le voyez? Non. J'ai oublié de dire que le... Alors, 2 secondes. Est-ce que c'est bon maintenant? Oui. Vous me dites? C'est bon. Donc, nous pouvons continuer. Donc, sur les deux slides suivantes que nous avons présentées déjà sur le programme et l'objet du webinaire. Et donc, ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est le circuit de la DSN événementielle. Avant d'aborder les sujets du tableau de bord, les rejets ou les éléments réglementaires, même si vous êtes expert dans votre domaine, l'important c'était de recontextualiser le signalement DSN et notamment pouvoir le remettre dans le circuit à la fois vous vis-à-vis de la paye et pour nous, assurance maladie, ce dont nous avons besoin pour pouvoir lancer l'indemnisation. Donc, ce que vous avez déjà pu constater, maintenant que l'utilisation de la DSN événementielle est bien ancrée dans les usages, c'est qu'elle se substitue totalement à l'attestation de salaire qui se faisait à l'époque sur le portail Net Entreprise, solution qui est encore viable aujourd'hui, mais la DSN est là pour simplifier ce dispositif en reprenant tous les éléments de la paye que vous allez déclarer dans les blocs correspondants. Donc, ce qui est sur la slide suivante, notamment par rapport aux éléments liés à l'entreprise, aux salariés, au travail, au salaire et éventuellement aux événements que vous allez déclarer. Nous voulions parler de ces éléments-là pour vous donner une information que peu de personnes ont, c'est que l'assurance maladie n'a pas accès au contenu de l'intégralité de vos DSN mensuels pour des raisons de sécurité de données, étant donné qu'elles contiennent un très grand nombre d'informations. Pour rester sur des éléments qui nous concernent à nous seulement, assurance maladie, nous n'avons pas accès au contenu de vos DSN mensuels. C'est pourquoi vos signalements d'événements sont particulièrement importants, puisqu'ils vont aller chercher les données dont nous avons besoin dans ce que vous avez déclaré précédemment. Et donc, nous avons un besoin de cohérence de données et de cohérence dans les déclarations. Donc, en ce qui concerne la cohérence des données, pour la slide 6, notamment, donc,
Pour nous, ce qui est important, et ce qui est important aussi pour vous dans la qualité de vos DSN mensuels et de vos signalements d'événements, qu'ils soient à destination de la CPM, de la MSA ou encore de Pôle emploi, c'est que les données identifiantes viennent structurer les DSN, et ces données-là concernent à la fois les individus, le contrat et l'activité, et le siège et l'établissement de l'entreprise. Tous ces éléments-là sont des éléments identifiants qui structurent l'ensemble de vos déclarations. Quel que soit le type de déclaration que vous effectuiez, quelle que soit l'information que vous souhaitez nous transmettre par le biais d'une DSN, toutes ces informations-là font l'objet d'un contrôle. Donc, nous sommes sur des éléments qui sont structurants et qui vont produire certaines contraintes vis-à-vis de l'assurance maladie et pour vous en tant que déclarant, c'est-à-dire que si l'entreprise ne fait pas la subrogation en tant que déclarant, et je vous confirme que l'obligation porte pour le déclarant et non pas pour l'entreprise, vous devez nous signaler un événement dans les 5 jours ouvrés qui suivent ce dernier. Donc, tout changement d'information dans les éléments identifiants doit aussi faire l'objet d'un bloc changement, que ce soit des changements liés à l'individu ou aux éléments du contrat, numéro de contrat, date d'embauche, statut, etc. Tous ces éléments-là doivent concorder dans le temps et doivent faire l'objet d'un chaînage au long de vos déclarations. La perte d'historique, la problématique liée aux informations que vous déclarez et à leur continuité dans le temps est la première cause d'anomalie dans la transmission des DSN événementiels. Et donc, ce qui nous permet de basculer directement sur les rejets du tableau de bord. Donc, lorsque vous faites un signalement d'événement, le signalement d'événement, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ne s'appuie pas sur un simple dépôt de fichier pour lequel il y aurait un compte rendu métier. Non, il y a réellement trois phases que vous ne pouvez pas essentiellement identifier via le tableau de bord net entreprise, mais que vous pouvez arriver à départager lorsque vous traitez votre dossier, le tableau de bord et éventuellement le compte rendu métier. C'est que premièrement, vous avez une phase informatique, vous avez ensuite une phase de contrôle des données que vous avez déclarées, les données que nous avons vues précédemment, et ensuite il y a une phase d'analyse effectuée au niveau de l'assurance maladie pour pouvoir lancer ou non l'indemnisation. Une particularité, c'est seulement lors du 3e niveau de contrôle que nous, assurance maladie, nous avons connaissance de votre déclaration et de votre signalement. À aucun moment, s'il y a une problématique sur la phase 1 ou la phase 2, nous ne pouvons voir l'information, nous ne pouvons avoir l'information. Donc, il est très important de pouvoir suivre vos rejets sur le tableau de bord. Donc, l'idée de ce webinaire et ce qui a été décidé avec l'ordre, c'était de vous fournir un résumé, pas nécessairement exhaustif, mais en tout cas des comptes rendus métiers les plus souvent rencontrés, liés aux phases 1 et aux phases 2. Et ensuite, de vous donner les éléments réglementaires pour éviter les rejets en phase 3, donc notamment sur le dernier jour de travail, la subrogation, les salaires établis. Donc, pour ce qui est du contrôle du rejet au niveau phase 1, donc le contrôle de rejet informatique, okay, la slide correspond par rapport à ces éléments-là, il s'agit d'un simple contrôle du contenant et non pas du contenu. Vous allez déposer votre fichier DSN au format DSN qui a été établi par votre éditeur de logiciel, qui correspond à la norme qui est demandée par le groupement d'intérêt public qui gère la norme sociale. Le contrôle qui est effectué à ce moment-là est un simple contrôle de fichier informatique. Encore une fois, on ne contrôle que le contenant et absolument pas le contenu. Donc, certains contrôles de cohérence sont effectués, mais ce sont seulement des paramètres informatiques. Le fait que vous ayez réussi à faire un dépôt vous dédouane seulement de la qualité informatique du fichier que vous avez déposé. Le fichier peut être conforme, mais ne va pas forcément donner lieu à une rematérialisation d'attestation de salaire. Ce qui permet ensuite de basculer sur la phase 2. Une fois que vous avez ce contrôle informatique qui a été réussi, que votre fichier correspond à ce qui est attendu, c'est à ce moment-là que l'ensemble des données que nous avons vues précédemment, l'identité de l'individu, son activité, son contrat, l'entreprise, tous ces éléments-là vont être vérifiés. Et cela va se départager en ce que nous appelons assurance maladie, chose que vous ne voyez pas. Donc, préférez vous donner l'appellation informatique, quand vous pourriez être confronté à ces éléments-là. Une anomalie de ce qu'on appelle le bloc 1 ou l'anomalie du bloc 3. Ces anomalies, vous ne pourrez les exploiter que via votre tableau de bord ou votre logiciel, si votre logiciel intègre un lien avec le tableau de bord net entreprise. Il est donc primordial de s'assurer avec votre éditeur de logiciel que vous avez la possibilité de récupérer les informations du tableau de bord via votre interface du logiciel. Sinon, vous devrez vous connecter sur net entreprise et consulter le tableau de bord.
Donc, par rapport aux anomalies du bloc 1, ce sont des anomalies qui contrôlent les informations liées à l'identité du salarié et éventuellement à des informations liées à l'identité même du signalement de DSN que vous venez d'effectuer. En cas d'anomalie du bloc 1, l'attestation de salaire ne se rematérialise pas. Nous insistons vraiment sur ce point. Ce n'est pas parce que vous avez eu un fichier conforme informatique, ce n'est pas parce que le fichier a été accordé que une attestation de salaire est nécessairement générée en caisse primaire d'assurance maladie. Donc, les anomalies de bloc 1 concernent l'identité du salarié sur les éléments suivants. Donc, par définition, et c'est bien normal puisque c'est une déclaration sociale qui va ouvrir de nombreux droits aux salariés des entreprises, l'identité du salarié qui est déclarée en DSN doit être conforme avec tous les éléments dont nous avons connaissance, tous les référentiels, que ce soit le référentiel assurance maladie, SNGI et le logiciel de paye que vous utilisez. SNGI, c'est le système national de gestion des identifiants, ce qui permet l'attribution des numéros de sécurité sociale. Le bilan d'identification des salariés que vous pouvez consulter dans vos DSN mensuels permet en amont de régler les problèmes, les anomalies de bloc 1. En gérant via le bilan d'identification des salariés, vous pouvez voir quelles sont les déclarations qui ne sont pas conformes. Lorsque vous faites un signalement que vous n'avez pas pu corriger dans vos mensuels les éléments liés à l'identité du salarié, vous vous retrouvez avec 3 grands types d'anomalies, celles qui sont listées ci-après, c'est-à-dire que le salarié n'est pas retrouvé dans notre répertoire, le salarié est reconnu mais il y a des écarts, ou le salarié est inconnu, et là nous ne pouvons pas trouver de correspondance dans les bases de données. Donc globalement, même si les 3 erreurs ont une identité différente, on en arrive au même type de résolution. Si le salarié, par exemple, n'a pas été trouvé dans le répertoire national interrégime des bénéficiaires de l'assurance maladie, ce que nous appelons, nous, le NIAM, cela signifie que le dossier du salarié n'est pas à jour auprès de l'assurance maladie. Donc, ce n'est pas une problématique employeur, ce n'est pas une problématique déclarant, c'est une problématique de mise à jour du dossier de la part de l'assuré. Je prends un exemple. Vous aviez une personne qui travaillait dans une exploitation agricole, qui donc dépendait de la MSA. Ce n'est pas forcément le bon exemple puisque la MSA fonctionne avec la DSN. Vous prenez dans un autre régime d'assurance maladie et cette personne démarre une activité dans le régime général, elle n'a pas fait son changement de caisse. Par conséquent, lorsque vous allez utiliser la déclaration sera orientée soit vers la MSA si l'ancien régime utilisait la DSN, soit vous auriez un rejet. Et donc là, avant de faire toute action, c'est-à-dire soit de passer par la voie nette entreprise, soit de passer par une attestation de salaire papier, il sera nécessaire que le salarié mette à jour son dossier. Et donc pour cela, vous pouvez, vous, de votre côté, ou l'employeur peut contacter le 3679 et signaler la situation de manière à ce que nous mettions le dossier en attente. Une fois la situation corrigée, vous ne pourrez toujours pas faire de DSN, il sera nécessaire de faire une saisie sur Net Entreprise. Vous avez la même problématique avec le salarié reconnu, c'est-à-dire que on arrive à identifier le salarié, mais vous avez des informations discordantes. Notamment, ce qui arrive très souvent en Occitanie, dans les flux que nous pouvons exploiter, c'est qu'il y a une confusion entre le nom de famille et le nom de jeune fille, par exemple. Et dans ce cas-là, cela peut générer des erreurs puisque le système DSN ne parvient pas à identifier et à certifier l'identité de la personne pour laquelle vous déclarez des informations. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Soit ce sont vos données dans votre logiciel de paie qui sont erronées, vous avez inversé nom marital et nom de jeune fille. Dans ce cas-là, il faut corriger et en attendant, il faudra utiliser une attestation de salaire sur Net Entreprise. Soit c'est nous qui nous sommes trompés, Caisse primaire d'assurance maladie, nous n'avons pas connaissance de ces éléments. Et donc, la salariée ou le salarié devra se rapprocher de nos services. Soit il y a véritablement un problème d'identité, et dans ce cas-là, encore une fois, cela relève du salarié et non plus du déclarant. Dans ce cas de figure-là, vous aurez la possibilité de transmettre l'attestation de salaire hors DSN, via Net Entreprise. Et enfin, le salarié inconnu, nous sommes exactement dans la même situation que précédemment. Il faudra mettre à jour votre fichier si l'erreur provient de vos déclarations, ou nous, Caisse primaire d'assurance maladie, mettre à jour nos fichiers. Dans l'attente, seule une procédure hors DSN sera acceptée pour pouvoir solutionner la problématique. Donc,
Ensuite, il y a quelques cas de figure assez particuliers. Nous avons voulu les aborder car c'était une question qui avait été émise par l'ordre. C'était notamment sur les problématiques de signalement annule et remplace, donc les fameuses attestations de salaire rectificatives sur cette entreprise avant que la DSN n'existe. Et donc, vous vous retrouvez avec une erreur annule et remplace ou annule sans normal préalable. Donc, derrière cette appellation un peu barbare se cache tout simplement une problématique de numérotation de vos DSN annule et remplace. D'expérience, à l'assurance maladie, nous avons pu constater que beaucoup d'éditeurs de logiciels ne donnaient pas nécessairement la main sur la fonction annule et remplace, ou en tout cas que la fonction était obscure pour les utilisateurs. La fonction des attestations de salaire annule et remplace est extrêmement codifiée en DSN. C'est pour éviter un envoi massif, c'est pour éviter un grand nombre d'erreurs et de revenir constamment sur des données déclarées. Donc, la problématique, lorsque vous avez cette erreur, le plus souvent va se résoudre en prenant contact avec l'éditeur de logiciel pour vérifier que toutes les normes du cahier technique ont été respectées pour pouvoir faire des déclarations annule et remplace. Donc, ce qu'on peut voir sur ce que l'on peut voir d'ailleurs sur la slide suivante, ce sont tous les points nécessaires pour qu'un signalement annule et remplace fonctionne. Vous devez avoir une unicité du signalement d'événement. Il faut prendre en compte le lien entre le déclarant et le déclaré, c'est-à-dire que la personne qui peut déclarer une annule et remplace doit être la personne qui a fait la première attestation de salaire. Il faut vérifier que le type de signalement pour lequel vous souhaitez effectuer une annule et remplace peut faire l'objet d'une annule et remplace, et qu'ensuite tous les éléments déclarés dans l'annule et remplace correspondent aux premiers éléments déclarés en termes d'identification, que ce soit le salarié, le SIRET, etc., correspondent au premier signalement. Ce sont tous ces éléments-là, on vous les a listés, il est inutile d'y revenir longuement dessus, mais vous pouvez le présenter à votre éditeur de logiciel en cas de difficulté. Après, nous venons aux anomalies dites de bloc 3 chez nous. Encore une fois, j'insiste, les termes bloc 1 et bloc 3 ne sont pas visibles via votre tableau de bord. Nous vous donnons l'appellation technique pour que vous puissiez, un jour, si vous êtes confronté à l'interrogation, pouvoir faire le nécessaire. Les anomalies de bloc 3 sont des anomalies qui viennent impacter l'historique d'informations dont nous disposons à propos d'un salarié, d'une entreprise, d'un individu. C'est-à-dire que tous les éléments que vous avez déclarés, à un moment donné dans les déclarations, il y a quelque chose qui ne permet plus de faire le lien entre les DSN mensuels et les signalements d'événements. Encore une fois, nous nous répétons, en cas d'anomalie sur le bloc 3, nous sommes toujours dans des anomalies sur la phase de contrôle intra-DSN. Nous n'avons pas connaissance de votre dépôt, nous n'avons pas connaissance de l'existence d'une attestation de salaire, nous n'avons pas connaissance d'une quelconque action du déclarant vis-à-vis de l'assurance maladie. C'est pour ça qu'il est important de suivre les rejets via le tableau de bord. Donc, généralement, les comptes rendus métiers liés à l'historique manquant touchent à tout ce qui est historique, justement, tout ce qui est anomalie lors de la reconstitution par rapport à un historique manquant très particulier et identifié sur un mois, sur un numéro de contrat, sur une constitution de DSIJ pour laquelle il manque une DSN mensuelle sur le mois d'avant et pour laquelle on pourrait mettre en attente le signalement, et ensuite l'ensemble des historiques DSN par rapport aux éléments, que ce soit la date d'embauche, le numéro de contrat, le statut du salarié, le numéro de sécurité sociale, le nom, le prénom en cas d'évolution, mariage, divorce, etc. Donc, quel que soit le type d'erreur que vous rencontrez par rapport à ces comptes rendus, il y a une démarche, une méthodologie à appliquer. Cette méthodologie, elle vaut pour vous comme pour nous et elle doit être identique dans la résolution du problème parce que pour vous, en tant que déclarant, elle engage votre responsabilité puisque c'est vous qui déclarez socialement les éléments liés à la paye que fournit l'entreprise à son salarié. Et donc, cette méthodologie, elle est identique pour nous si nous devons résoudre le problème et pour vous, pour corriger l'erreur. Donc, là où il est nécessaire dans un premier temps de chercher la problématique, c'est déjà de déterminer dans le temps quel est l'historique dont vous avez besoin pour pouvoir faire votre signalement. Prendre un exemple, vous avez un arrêt de travail maladie, il vous faut seulement 3 DSN mensuels précédant le dernier jour de travail. Donc, une fois que vous avez établi cette méthodologie, vous pouvez réfléchir et voir et chercher les données liées à l'historique. Donc, que ce soit le numéro de contrat, la date de début de contrat, l'identification du salarié ou la période de paie déclarée. Dans tous les cas, à partir du moment où vous avez identifié l'erreur, vous ne pourrez pas utiliser la DSN événementielle pour pouvoir faire un nouveau signalement. Vous allez devoir corriger les éléments dans la DSN mensuelle qui suit, mais vous devrez utiliser une attestation de salaire via le site Net Entreprise.
si vous n'êtes pas arrivé à la suite des investigations à identifier l'erreur. Il faut nous en avertir de manière à ce qu'on puisse faire remonter l'ensemble de vos fichiers et vérifier qu'il n'y ait pas un problème de normes DSN au niveau national pour des informations qui devraient normalement correspondre et qui finalement n'apparaissent pas dans le système informatique. Et donc, on en arrive au dernier point. Généralement, c'est une erreur qui est assez rare, en tout cas lorsque la paye est gérée par des tiers déclarants et donc des experts comptables, c'est qu'il y ait des périodes de paie erronées qui étaient déclarées dans les DSN, qui ont été déclarées dans les DSN mensuels. Tout simplement, vous vous êtes rendu compte que votre salarié, on lui a fait payer à tort la mutuelle d'entreprise. Donc, vous faites un rappel de salaire sur les 6 premiers mois de l'année et donc vous êtes obligé de déclarer un rappel de salaire sur les 6 premiers mois. Le problème, c'est que dans la paye étant mensualisée, la DSN fonctionnant de manière mensualisée, lors de la reconstitution d'une attestation de salaire, les éléments liés au rappel ne seront pas nécessairement intégrés à l'attestation de salaire. Encore une fois, en présence de ces erreurs, il est inutile d'insister en DSN. Nous n'avons pas connaissance de l'erreur. Il vous faut de suite passer par une attestation de salaire sur Net Entreprise. Et donc, sur la période d'activité erronée, donc il faut bien vérifier que, premièrement, lorsque vous déclarez un arrêt de travail dans la DSN mensuelle qui suit la reprise d'activité, vous avez bien déclaré la reprise d'activité dans les blocs 60 dédiés, que les heures que vous déclarez sont bien raccrochées à un bloc rémunération, qu'ensuite, vous n'ayez pas des superpositions d'absence. Je prends un exemple, vous vous êtes trompé, vous avez déclaré un arrêt de travail et en même temps, vous déclarez un congé paternité. Donc, la DSN, à ce moment-là, ne pourra plus comprendre quelle est l'absence qui doit prévaloir et donc empêchera la reconstitution de votre attestation de salaire. Là, pareil, vous allez être obligé d'attendre votre DSN mensuel pour corriger l'erreur et en attendant, utiliser une attestation de salaire sur Net Entreprise. Donc, pour faire un petit état des lieux qui n'est pas exhaustif, encore une fois, les modalités de rejet des attestations de salaire en caisse primaire d'assurance maladie se fait notamment sur des problématiques de salaire établi, de dernier jour de travail, de période de subrogation ou encore de manque de pièces justificatives. Et c'est bien pour cela que nous avons ensuite développé ces parties-là par la suite. Donc, nous avons décidé de vous fournir un schéma récapitulatif de ce dont nous avons connaissance et à quel moment. Encore une fois, sur le premier contrôle, donc dit le contrôle informatique, si ce dernier échoue, nous n'avons pas connaissance de votre tentative. Au deuxième niveau de contrôle, s'il existe une anomalie au sein des DSN, que ce soit une anomalie d'identification ou une anomalie d'historique, pareil, nous n'avons pas connaissance de votre envoi, nous n'avons pas connaissance de l'information. Et donc, vous serez obligé de corriger l'envoi, très généralement, à 90% des cas, via une attestation de salaire sur Net Entreprise. Et ensuite, corriger les informations pour lesquelles vous avez identifié une erreur, vous avez identifié une erreur dans la DSN mensuelle suivante. Et enfin, le troisième niveau de contrôle concerne les anomalies de l'assurance maladie. C'est lorsque nous étudions votre attestation de salaire, puisque cette fois-ci, à ce niveau de contrôle-là, elle s'est rematérialisée, que nous détectons une erreur, une incohérence dans le dernier jour de travail, des salaires ou des manques de pièces. Je vous propose, merci Romain, maintenant d'aborder la gestion des pièces jointes en DSN. On va faire un point dessus, comme l'a dit Romain, c'est un point qui est très important puisque ça permet souvent l'indemnisation des dossiers. Donc, comme vous le savez également, depuis le passage à la DSN, les pièces jointes ne peuvent plus être mises et intégrées directement à vos signalements d'arrêt de travail, contrairement à Net Entreprise. Donc, forcément, nous avons mis à votre disposition une nouvelle procédure de transmission des pièces jointes qui se fait par mail désormais. Ici, vous retrouverez la liste des pièces jointes qui sont acceptées. Mais attention, quand on dit acceptées, ça ne veut pas dire qu'elles doivent être systématiquement transmises. Par exemple, je prends le bulletin d'hospitalisation. C'est une pièce qui doit être envoyée à la base par le salarié de l'entreprise. Mais dans le cas où le salarié ne pourrait pas faire les démarches, car il serait dans un état grave, par exemple, nous pouvons tout à fait accepter que vous transmettiez par mail le bulletin d'hospitalisation. De même, pour les arrêts de travail du type risque maternité,
Donc là où on a besoin de l'extrait d'acte de naissance ou de la pièce d'état civil pour pouvoir enregistrer la date d'accouchement afin de basculer en paiement en postnatal, c'est normalement une démarche qui incombe au salarié. Il peut tout à fait déclarer le nouveau-né depuis son compte Amélie directement et ça vous dispensera, vous, de cette transmission. Donc ça, c'est pour le risque maternité et le risque paternité. De la même manière, les justificatifs d'adoption peuvent être aussi transmis par les salariés. Vous retrouverez en bas de cette diapositive la fiche DSN 2364. C'est un lien qui est cliquable. Attention à bien vous mettre en mode diaporama. Vous serez en fait basculé directement sur le site Net Entreprise qui renvoie aux détails justement de la transmission des pièces jointes en DSN. Et vous retrouverez aussi la liste dessus des adresses mail de chaque CPAM, puisque la pièce jointe nécessaire à l'indemnisation doit être transmise au département auquel est rattaché le salarié. Vous avez ici un petit récapitulatif justement des pièces jointes avec quelques conseils pour que l'indemnisation soit plus rapide. On n'évoque pas les RIB ici, puisque depuis le passage en DSN, il n'est plus nécessaire de transmettre les RIB. Ils sont directement paramétrés dans votre logiciel et il peut cependant y avoir des demandes de certaines CPAM qui vous réclameraient le RIB. À ce moment-là, il doit être bien entendu transmis et il sera enregistré avant de déclencher le paiement des indemnités journalières. On préconise ici l'envoi par mail avant de faire votre signalement en DSN. Pourquoi? Tout simplement pour réduire les délais de traitement. Vous avez une précision également en bas sur l'hospitalisation où on vous indique que vous devez envoyer le bulletin, comme on disait tout à l'heure, si vraiment dans les cas particuliers, qu'on ne peut pas accepter également les volets 3 des certificats médicaux. Ils ne comportent pas les raisons médicales de l'arrêt, donc ils ne sont pas recevables. Également, par mail, on n'accepte pas les volets 1 et 2. Ils doivent vraiment être transmis par le salarié par courrier. On peut ensuite aborder le point suivant sur la subrogation. Alors, c'est un principe qui est très important, la subrogation. Donc, pour rappel, je pense que vous le connaissez tous, mais les conventions collectives de certaines entreprises peuvent prévoir le maintien de salaire pendant l'arrêt de travail. Donc, la subrogation permet de percevoir directement les indemnités journalières et après, c'est l'entreprise qui verse ou non un complément de salaire qui vient s'ajouter aux indemnités journalières que nous versons. Donc, nous versons directement à l'entreprise. Attention, il y a vraiment des points de vigilance à avoir sur cette subrogation puisque ça fait partie des rejets qui sont réguliers ou des indus. Donc, par exemple, en cas de subrogation, le point très important à retenir, c'est de bien indiquer la période maximale prévue par la convention collective. C'est-à-dire que si la convention prévoit 3 ans de maintien de salaire, l'attestation de salaire pour l'arrêt initial doit bien indiquer les 3 ans. On sait qu'avec la DSN, il y a certains logiciels qui renseignent automatiquement les dates de subrogation en fonction de la date de l'arrêt. Donc, il faut bien penser à les modifier ou éventuellement voir avec l'éditeur si ça peut être paramétré différemment. Donc, bien toujours vérifier ces dates de subrogation avant l'envoi des signalements. Si jamais, malgré tout, vous avez fait une erreur dans la déclaration, ce qui peut arriver, vous allez avoir 2 cas de figure. L'arrêt de travail ou la période erronée n'ont pas encore été indemnisés et l'autre cas où l'arrêt de travail ou la période erronée ont déjà été indemnisés. Nous avons une règle en interne, c'est-à-dire que toute période qui est déjà indemnisée conformément à la déclaration reçue ne peut pas faire l'objet de régularisation, y compris si on reçoit par la suite une attestation rectificative qui modifie les dates de subrogation. Donc, c'est vraiment un point de vigilance ou alors il faut vraiment faire dès que possible une DSN annulaire en place afin de modifier justement les périodes de subrogation. Sur la slide suivante, vous retrouverez des exemples de justement quand est-ce qu'on va faire une régularisation et dans quel cas, au contraire, on ne pourra pas intervenir.
Donc, en fait, ce qu'il vous faut retenir, c'est que si l'attestation rectificative est réceptionnée après la mise en paiement de l'arrêt de travail, il n'y aura pas de régularisation. Au contraire, si elle est réceptionnée avant la mise en paiement, on pourra régulariser. Et si elle est réceptionnée au milieu des paiements, c'est-à-dire s'il y a déjà eu une première partie qui a été indemnisée, mais qu'il reste une seconde partie à indemniser, on va pouvoir régulariser à partir de la date de réception de votre attestation de salaire. Je cède la place à mon collègue, Monsieur Florençon. Jérémy. Merci Sandra. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je vais vous parler donc 2 points aussi très importants lors de l'établissement de votre DSN. Le premier est donc le fameux DJT, la date de dernier jour de travail. Donc la notion très importante à avoir donc pour le calcul de la date de dernier jour de travail et à aussi sensibiliser vos clients à vous remonter cette information, donc c'est de savoir si le salarié a commencé sa journée. Pour simplifier effectivement vos déclarations avec la mise en place de la DSN, le jour, en fait, la date de dernier jour de travail que vous devez mentionner sur une attestation et la veille du jour d'arrêt maladie, à condition que votre salarié n'a pas commencé sa journée de travail. Donc, par rapport à la législation, effectivement, toute journée commencée, donc toute journée commencée n'est pas indemnisable par la CPAM. Donc, si on prend effectivement ces 2 exemples purs, un arrêt donc du 15, une journée non commencée, la date de dernier jour de travail sera le 14. Par contre, sur un arrêt du 15, journée commencée, la date de dernier jour de travail sera le 15, puisque la journée aura été commencée. Petite information aussi, nous sommes en indemnité journalière, donc il n'est pas nécessaire vraiment de calculer la date de dernier jour de travail effectif au sein de l'entreprise. Pour vous simplifier aussi vos déclarations, en fait, si l'arrêt est daté d'un lundi, la date de dernier jour de travail sera la veille, sera le dimanche. Donc dimanche, samedi, même s'il n'y a pas de travail le week-end, jour férié, peu importe. À partir du moment où la journée n'est pas commencée, la date de dernier jour de travail sera la veille de la date de l'arrêt. Donc, très important cette notion de date de dernier jour de travail puisque ça donne à la CPAM le point de départ de l'indemnisation. Donc, c'est un point très important à être très vigilant. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être à sensibiliser vos clients pour qu'ils vous remontent l'information. Parce que je sais que très souvent, ils vous envoient l'arrêt comme ça, un petit peu but de décoffrage, vous n'avez pas plus d'informations que ça. Donc, l'arrêt est daté du 15, mais vous n'avez pas l'information de savoir s'il a commencé sa journée ou pas. Donc, c'est une information assez importante à aller récupérer auprès de vos clients dans des cas d'arrêt maladie. Donc, la nature, en fait, comme je vous disais, pour la date de dernier jour de travail, simplifiez vos déclarations. Vous indiquez la veille donc, de l'arrêt de travail, à condition que la journée n'a pas été commencée. Quel que soit ce jour. Donc, ça peut être un jour, comme je vous ai dit, un dimanche, un samedi, un week-end non travaillé habituellement. Ça peut être un jour férié. Ça peut être donc un congé. Ça peut être un repos compensateur. Ça peut être une absence. Peu importe. Pour faire simple au niveau de la détermination de la date de dernier jour de travail, il faut simplement déterminer si, à la date de l'arrêt, le salarié a commencé sa journée ou pas. Et si ce n'est pas le cas, c'est la veille. L'information aussi importante à connaître, c'est que votre salarié ou les salariés de vos clients peuvent avoir plusieurs arrêts sans forcément reprendre le travail. Donc, plusieurs arrêts avec des risques différents. C'est ce qui complique un petit peu la chose pour vous en tant qu'expert comptable, puisqu'il faut avoir effectivement les informations donc, de l'arrêt, du risque de l'arrêt, et surtout avoir l'information de savoir si le salarié a repris le travail entre-temps ou pas. Là, dans l'exemple qu'on a, on a un exemple un peu plus assez rare, mais assez complexe, mais qui dessine bien la situation. Vous avez donc un arrêt, par exemple, du 15 mai au 25 mai, qui est un arrêt maladie. Donc, le travail qui vous incombe est de faire un signalement DSN maladie au 15 mai avec une date de dernier jour de travail au 14 mai. Là, on part dans l'hypothèse que le salarié n'a pas commencé sa journée. Donc, l'indemnisation, bien sûr, le point de départ de l'indemnisation en comptant la carence se fera à partir du 15.
Ce qui peut se passer assez fréquemment dans cet exemple-là, c'est que le médecin, donc là on est dans une salariée bien sûr, hein, qui est en état de grossesse et qui est en congé maternité à compter du 23 juin, comme c'est mentionné sur l'exemple. Ce qui arrive assez fréquemment, c'est que suite à un arrêt de travail, comme là par exemple du 15 mai au 25 mai, le médecin peut prescrire une prolongation qui va combler du 26 mai au 22 juin, qui va aller jusqu'à son congé maternité. Et le fait qu'il coche à ce moment-là la case arrêt en rapport avec la pathologie de grossesse fait que informatiquement, le congé pathologique va être injecté au niveau du dossier de la salariée au début de cet arrêt-là. Donc là, nous nous retrouvons en fait avec 4 arrêts, donc 2 risques différents, mais c'est à chaque fois un risque qui est différent. Donc ça impacte 4 arrêts différents, ce qui vous incombe de faire 4 signalements différents puisque nous changeons de risque à chaque arrêt. D'accord? Donc je me répète, mais le premier arrêt donc, est un maladie au 15 mai, un signalement DSN avec une date de dernier jour de travail au 14 mai, donc pour le paiement au titre de la maladie. Le congé pathologique qui va être injecté, comme je vous disais, automatiquement du 26 mai au 8 juin. Donc, ça vous incombe de faire une DSN événementielle maternité avec une date de dernier jour de travail au 14 mai, puisque je répète, tant que le salarié n'a pas repris le travail, la date de dernier jour de travail ne changera pas. Donc, ce sera toujours le 14 mai pour l'indemnisation des 14 jours. Sur le point 3, nous reprenons un arrêt maladie, puisqu'il n'y a que 14 jours de pathologie. L'arrêt est prescrit jusqu'au 22 juin. Donc, ça implique qu'il y a un nouvel arrêt maladie. Donc, ce qui vous incombe au point 3, de refaire un signalement DSN événementiel maladie avec une date de dernier jour de travail toujours au 14 mai. La salariée n'a toujours pas repris le travail, donc la date de dernier jour de travail ne changera pas. Alors, petite information, vous allez vous dire qu'effectivement, le signalement au point 3 va être totalement identique que le signalement au point 1. Oui, mais il est indispensable. Pourquoi? Parce que le signalement au point 2 va terminer, va clore l'arrêt maladie du 15 mai au 25 mai. Il va y avoir un nouvel arrêt sur un risque différent. On va revenir de nouveau sur un arrêt maladie au 9 juin et là, le service va attendre une attestation pour savoir, avoir les dates de subrogation, savoir si la salariée a repris ou pas le travail. Donc, vous êtes obligé de refaire un signalement, même si pour vous, il sera totalement identique au point 1. Le fait de faire donc ce signalement au point 3 en maladie va indemniser donc le salarié jusqu'au 22 juin et à compter du congé maternité, il vous incombe aussi de refaire, si vous le voulez, une DSN au titre de la maternité qui effectivement sera dans ce cas-là la même qu'au point 2, je suis d'accord, mais comme elle a été, comme il y a eu un arrêt maladie entre les deux, la CPAM attend une attestation, une DSN de votre part au titre de la maternité pour le paiement des indemnités sur le congé maternité. Petit point aussi à savoir et à prendre en considération, parce que j'ai souvent la question, dans ce cas de figure, même si la salariée ne reprend pas le travail sur toute cette période-là, il y aura 2 périodes de carence imputées sur les indemnités. Le cas particulier d'un arrêt de travail pendant une période de congé, ça aussi, c'est peut-être pas très, ça arrive peut-être pas très souvent, mais ça arrive. Un salarié peut présenter un arrêt de travail pendant sa période de congé. Donc là, c'est qu'il faut garder à l'esprit sur le DJT, comme je vous disais tout à l'heure. Alors, j'utilise le mot DJT, hein, date de dernier jour de travail. Là où il faut être donc vigilant, c'est que la date de dernier jour de travail sera soit la veille, soit le jour même si la journée est commencée. Sur une période de congé, bien entendu, la journée de travail ne sera pas commencée, donc la date de dernier jour de travail sera la veille de l'arrêt et non pas la veille des congés. C'est un exemple tout bête. Si vous avez un salarié qui est en congé du 1er au 31 mai, il dépose un arrêt de travail à compter du 15 mai. Donc, comme je vous disais, en congé, il n'aura pas attaqué sa journée. La date de dernier jour de travail sera le 14 mai et non pas le 30 avril. Voilà, faites attention, ça aussi, c'est un motif de rejet où, voilà, vu que le salarié n'est plus dans l'entreprise, on fait vite le rapport sur la date de dernier jour de travail effectif. Ce n'est plus le cas. Je me répète, hein, samedi, dimanche, jour de congé, peu importe, ce sera toujours la veille de l'arrêt à condition qu'il n'a pas commencé sa journée. Deuxième point dans ce cas de figure, faire le point avec l'entreprise sur les accords ou les conventions d'entreprise
Si tu peux juste revenir, Pierre, s'il te plaît, sur la slide d'avant, voilà, sur les accords ou les conventions d'entreprise pour l'indemnisation. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les indemnités journalières peuvent se cumuler avec les congés payés, les indemnités de congés payés, pardon. Mais en fonction des accords ou des conventions, comme je vous disais, elles peuvent se substituer aux congés. Voilà, donc l'entreprise peut aussi, suivant les accords, repousser les congés et être uniquement donc en arrêt maladie avec indemnisation et éventuellement, dans ce cas de figure, le complément de salaire. Voilà. Deux points un petit peu qui sortent un petit peu de l'ordinaire, le congé sabbatique ou le congé sans solde. Là, par contre, il n'y a pas d'indemnisation possible. Donc voilà, le salarié ne peut pas présenter forcément un arrêt de travail puisque là, on est sur carrément une suspension de contrat. Donc, il n'y a pas d'arrêt de travail indemnisable. Alors, sur les absences non autorisées ou injustifiées, toutes ces absences-là dont vous n'êtes pas forcément ou au courant ou d'accord, rentrent dans le terme ou dans le cadre plutôt où votre salarié est quand même encore sous votre subordination ou sous la subordination de votre client, de son employeur. Donc, la date de dernier jour de travail ne changera pas, ce sera toujours la veille de l'arrêt, puisque dans ce cas-là, comme pendant les congés, il n'aura pas attaqué sa journée. Donc, ça restera toujours la veille de l'arrêt de travail et non pas la veille de son absence non autorisée ou de sa mise à pied, etc. Si le salarié est absent du 1er au 5 mai et que le 6 mai, vous recevez un avis d'arrêt de travail, la date de dernier jour de travail sera le 5, quel que soit son état actif ou pas au sein de l'entreprise ce jour-là. Donc, voilà. Un petit mot sur la visite médicale qui doit être prise sur un jour travaillé. Donc là, on est dans l'exemple d'un arrêt longue maladie du 1er avril 2020 au 14 juin 2021. Il est assez important là de pouvoir organiser au préalable assez tôt cette visite-là pour qu'elle se fasse vraiment sur le jour de reprise. Je vais vous expliquer après pourquoi. Donc, on est sur une visite médicale au 15 juin, qui est donc la date de reprise, un nouveau jour travaillé. Le salarié, que ce soit un accident de travail ou en maladie, peut être amené par son médecin, même son médecin traitant ou le médecin conseil de la sécurité sociale à reprendre le travail, puisque sa pathologie lui permet de reprendre le travail. Mais sous réserve que le médecin du travail, lui, puisse donner son autorisation. Le médecin conseil peut donner une autorisation de reprise de travail, mais par contre, le médecin du travail va prendre en compte la pénibilité ou les conditions de travail. Donc, à ce moment-là, lui peut dire non, je ne suis pas d'accord, ou peut dire oui, mais sous certaines conditions. Et à partir de là, donc, il y a une triangularisation entre le salarié, le médecin du travail et l'employeur pour trouver les meilleures conditions sur sa reprise de travail, ou tout simplement donner un avis défavorable à la reprise de travail, ce qui replonge l'assuré en arrêt maladie. Ce dernier va aller voir son médecin qui va lui prescrire, donc là, dans ces cas-là, deux cas de figure sur le médecin par rapport auquel il va tomber. Il va prescrire soit un initial parce qu'effectivement, il a déjà repris le travail, soit il va prescrire une prolongation parce que c'est dans la continuité de sa pathologie. Vous, ce qu'il faut que vous ayez à l'esprit pour la date de dernier jour de travail, comme je vous ai stipulé tout à l'heure, c'est qu'à partir du moment où le salarié reprend le travail, l'arrêt est terminé. On est sur un nouvel arrêt avec une nouvelle date d'un jour de travail, puisque là, dans cet exemple-là, le 15 juin a été travaillé. Donc, à vous, par contre, il vous incombe de faire une DSN événementielle au titre de la maladie, avec une date de dernier jour de travail qui sera au 15 juin. Attention, non plus au 31 mars 2020, puisqu'on est sur un nouvel arrêt, même si on est dans la continuité, donc du même dossier, de même pathologie, etc., on est quand même sur un nouvel arrêt. Donc, nouveau signalement, pardon, et donc nouveau DJT avec nouveau calcul d'ouverture de droit, nouveau calcul de salaire, d'indemnité journalière et tout ce qui s'ensuit, bien évidemment. Alors, en cas de doute sur la reprise, comme je vous disais, il est nécessaire alors, de sensibiliser vos employeurs si vous en avez si vous avez le cas et la possibilité à ce qu'ils, voilà, en amont, assez en avance, organisent donc un rendez-vous avec la médecine du travail.
pour vraiment appréhender et préparer au mieux la reprise de travail de certains salariés en fonction de leur pathologie, de leur travail, des conditions de travail, etc. Voilà, donc à quoi sert la visite de pré-reprise? C'est de pouvoir, comme je vous disais, reprendre dans de bonnes conditions, éventuellement sur un temps allégé ou sur un travail allégé. Tout ça sera statué par le médecin du travail en fonction de l'employeur. Alors là, après, juste un petit mot pour dire que peu importe la nature de l'arrêt, ça n'influence pas la date de dernier jour de travail. Donc, quel que soit le risque, ce sera toujours la veille à partir du moment où la journée n'est pas commencée ou le jour même si la journée est commencée. Un petit mot sur le risque accident de travail. Accident de travail, comme sa définition l'impose, c'est un accident qui a eu lieu en temps et en lieu de travail. Donc, un salarié qui a un accident de travail le lundi, il en découle que sa journée a été commencée. Donc, sur l'attestation de salaire, la date de dernier jour de travail sera le lundi. Petite subtilité pour les accidents de trajet. La législation est un petit peu différente sur ça. Sur les accidents de trajet, en fait, l'accident de trajet est considéré comme un accident de travail en temps de travail. Donc, on est sur un accident de trajet, mais un salarié qui a un accident de trajet le matin en allant à l'entreprise est considéré dans son temps de travail. Donc, la subtilité à bien faire attention, c'est qu'effectivement, le salarié n'a pas commencé sa journée à proprement dit, puisqu'il n'a pas encore mis les pieds dans l'entreprise. Mais par contre, au niveau de la législation accident de trajet, il a commencé quand même sa journée puisqu'il se rendait sur son lieu de travail. Donc, si un salarié a un accident de voiture le lundi matin, en allant travailler, même s'il n'a pas encore atteint l'entreprise, la date de dernier jour de travail sur l'attestation de salaire sera le lundi. Alors, un petit mot sur les salaires rétablis. Donc, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, sur les DSN événementiels, c'est totalement transparent pour vous, mais il est quand même nécessaire d'avoir la notion, hein, quand même, bien que vous l'ayez par rapport à Net Entreprise, mais la notion de savoir ce qui est réellement un salaire rétabli, dans quel cas on rétablit un salaire, on ne le rétablit pas, pour que vous puissiez être vigilant aussi là-dessus et pallier à certains problèmes de paramétrage. J'en reviens sur la date de dernier jour de travail aussi. Certains logiciels incrémentent automatiquement la date de dernier jour de travail. Donc là, si vous n'avez pas la main dessus, alors certains logiciels permettent de la modifier. Certains logiciels laissent carrément la main au déclarant. D'autres logiciels, à l'heure actuelle encore, incrémentent une date de dernier jour de travail automatiquement sans pouvoir la modifier. Donc ça, c'est un élément à faire remonter à votre éditeur dans les plus brefs délais. Et donc, au niveau des salaires rétablis, donc tout est calculé aussi en fonction de vos mensuels, de votre paramétrage, etc. Et ça, c'est totalement transparent pour vous. Donc, le salaire rétabli, sur la définition d'une indemnité journalière, c'est pour donc compenser un manque de rémunération suite à une absence maladie. Donc, pour calculer le manque de rémunération, la législation impose donc de prendre une moyenne des 3 derniers mois de salaire du salarié pour en faire une moyenne pour déterminer ce que l'on appelle le gain journalier brut sur lequel sera calculée l'indemnité journalière. Il se peut que le salarié, sur ces 3 mois-là, ait eu des absences. Donc, la notion qu'il vous faut avoir à l'esprit et qu'il faut bien aussi également se faire préciser par votre client lors de l'arrêt ou dans ces cas de discussion sur des salaires rétablis, c'est est-ce que l'absence est autorisée ou est-ce qu'elle ne l'est pas? Il y a ces deux choses simplement à savoir. Est-ce que l'employeur a autorisé cette absence ou est-ce qu'il ne l'a pas autorisée? Vous avez là un petit peu le panel des absences qui sont autorisées. Hein. On est des absences des maladies, accidents de travail, du chômage, des congés, une absence autorisée, congés sans solde, etc. Période de grève, voilà, si c'est fait dans les règles. Donc, dans le cadre où, là aussi, il faut faire le distinguo, où il n'y a pas de subrogation ni de maintien de salaire. D'accord, puisque s'il y a subrogation et maintien de salaire, effectivement, ces salaires seront directement régularisés sur les bulletins de salaire. Donc ça, c'est le calcul, c'est pareil, c'est la DSN qui va faire le calcul à votre place. Par contre, là où il faut être vigilant, c'est s'il n'y a pas de subrogation ni de maintien de salaire, si un salarié a été absent une semaine pour toutes ces raisons-là,
Il faut par contre que sur l'attestation de salaire, sur le mois de référence, le salaire soit rétabli à hauteur d'un temps plein, enfin, de son temps de travail sur le contrat de travail. Bon, deux exemples. Dans les congés payés fractionnés, bien sûr, vous rétablissez. Les contrats à temps partiel, alors vous rétablissez à hauteur de la rémunération du temps partiel, bien entendu. Quelqu'un qui est à 80 heures, vous allez rétablir à 80 heures. L'idée est de rétablir de toute façon sur les éléments qui figurent sur son contrat de travail. Ce qui peut ne pas être rétabli, ce sont les absences injustifiées, hein, bien entendu. Hein, l'employé qui ne vient pas travailler sans justifier son absence, sans donner de raison valable, l'employeur n'est pas à même à rétablir le salaire. Les mises à pied et la journée de solidarité. Donc, la composition du salaire rétabli. Donc, un salaire rétabli est comme un salaire plein qui est pris en compte pour le calcul de l'indemnité. Il se compose de la totalité des rémunérations soumises à cotisation. D'accord? On est bien sûr en brut soumis à cotisation pendant le mois de référence. On peut éventuellement ajouter des rémunérations qui auraient pu être donc perçues si ces rémunérations-là figurent sur son contrat de travail. On peut prendre les exemples, voilà, sur quelqu'un qui va être en absence donc pendant une semaine, 15 jours, peu importe. Sur le salaire rétabli, il va être indiqué le brut soumis à cotisation. Les heures supplémentaires, par exemple, ne vont pas être rétablies, sauf s'ils sont mentionnés sur son contrat de travail. D'accord? Il y a beaucoup de contrats de travail qui sont sur du 35 heures avec 4 heures d'heures supplémentaires. Bien entendu, là, vous pouvez rétablir le salaire à 39 heures, à 35 plus 4 supplémentaires, comme c'est indiqué sur son contrat. Il faut faire attention aussi sur les primes qui sont soumises au présentiel. Je pense aux primes sur objectif, toutes ces primes-là qui vont avoir un impact sur le travail en lui-même. Là, par contre, on ne peut pas extrapoler, on ne peut pas savoir ce que le salarié va faire, s'il va être amené à faire des heures supplémentaires ou pas, quel quota il va faire, où il va être, s'il est en déplacement ou pas. Donc ça, par contre, ça ne peut pas être rétabli au niveau des salaires. Donc on exclut par contre du calcul tout ce qui donc n'est pas soumis à cotisation, bien entendu. Et donc le montant des avantages en nature, ça rejoint un peu ce que je disais sur les primes, etc. Donc le salaire établi, en fait, c'est pas plus compliqué que cette opération-là. Voilà, c'est le salaire brut que le salarié a soumis, plus la perte du salaire brut du fait d'une absence autorisée, quelle qu'elle soit. Et on est sur un salaire établi. Alors, point de vigilance, effectivement, donc comme je vous disais, il faut vérifier, avoir peut-être une vérification de votre logiciel, puisque là, vous travaillez par contre en aveugle, vous n'avez pas accès aux salaires qui sont générés auprès de la caisse primaire. Donc, à vérifier les modalités de calcul avec votre éditeur pour être sûr qu'il n'y ait pas de problématique de rétablissement de salaire, en sachant que ça représente quand même 35% des erreurs en Occitanie. Prise en compte du rétablissement des DSN mensuels. Alors là, c'est un petit mot en fait pour dire que les absences qui sont régularisées sur le mois d'après restent à rétablir sur le mois d'après, comme par exemple une absence sur le mois de février, fin février, où vous en avez connaissance un petit peu tard, vous n'avez pas la possibilité de faire donc la régule sur le bulletin de salaire. Voilà, ça sera fait sur le bulletin de mars, donc c'est le salaire de mars qui sera régularisé sur l'attestation. Voilà. Voilà, je vous remercie. Alors, écoutez, on a noté, merci pour toutes ces interventions, on a noté un certain nombre de questions. On va revenir sur le début de l'exposé. Donc, c'est une question sur les anneaux DSN. Est-ce que le prénom est bloquant?
Alors oui, le prénom peut s'avérer bloquant, surtout sur les prénoms composés, où des fois nous avons dans l'état civil un prénom composé enregistré, et la personne déclare dans son contrat de travail seulement la première partie du prénom ou autre. Le problème, c'est ce qui vaut ce sont les informations enregistrées auprès de l'état civil et de nos répertoires à nous qui prévalent par rapport à ce qui est déclaré par le salarié auprès de son entreprise pour l'établissement du contrat de travail. Ok, merci. Alors, ensuite, il y avait d'autres questions. Alors, il y en avait une sur les arrêts sont-ils indemnisés même si le salarié est en congé payé? Donc ça, vous avez répondu carrément dans le support. Donc ça, on va pas la passer. Quand le médecin s'est trompé et qu'il a indiqué le 15 comme date d'arrêt, alors que le salarié était encore en arrêt au travail, voilà, le médecin se trompe quand il rédige son arrêt, comment il faut corriger en fait? Alors, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que l'indemnisation d'un arrêt est effective à partir du moment où on a l'attestation de salaire donc de l'employeur ou donc du déclarant, de l'expert comptable, et une prescription médicale. C'est-à-dire que voilà, l'arrêt va être indemnisé, donc couvert par une prescription médicale, mais surtout avec le point de départ d'indemnisation qui est la date de dernier jour de travail. Donc, si effectivement le salarié peut aller voir son médecin le 15 au soir après sa journée de travail et le médecin machinalement lui fait un arrêt au 15, ça en revient au déclarant donc de mentionner une date de dernier jour de travail au 15 pour une indemnisation à partir du 16. Comme je disais tout à l'heure, la journée est commencée, là elle est carrément finie, donc c'est à l'employeur de mentionner la date de dernier jour de travail au 15. Mais c'est pas bloquant de votre côté de toute façon. Ça ne sera pas bloquant puisqu'on va se baser sur l'attestation de l'employeur et on va indiquer une date de dernier jour de travail au 15, donc une indemnisation à partir du 16. Ok, très bien. Autre question. Alors je passe sur des questions qui étaient un peu plus à la fin, Sandrine, et puis on reviendra un peu au début. Comment est indemnisé l'accident de trajet en maladie ou en accident du travail? Un accident de travail. À condition qu'il soit reconnu, bien sûr, en accident du trajet. Oui, tout à fait. Enfin, un accident du travail. Ok. Peut-être que Stéphanie de Seriquet peut nous éclairer sur ce point. Si Stéphanie est là, si elle nous entend. Apparemment, elle nous entend pas. Mais je confirme bien, hein, l'accident de trajet, c'est un accident de travail après instruction du service accident de travail. Ce qu'il faut savoir, voilà, c'est à condition qu'il soit pris en charge, comme dit Sandra, elle a totalement raison. Mais la législation indemnisation, accident de travail, accident de trajet, maladie professionnelle est la même. Après, il y a une question sur les salaires rétablis. Dans les entreprises du bâtiment, quand le salarié est présent, il a droit à une indemnité panier, trajet. Elles sont variables du coup en fonction de l'endroit où il travaille. Donc ça veut dire que quand le salarié est absent et qu'on doit reconstituer son salaire, comment fait-on pour reconstituer ces indemnités de trajet? Est-ce qu'elles doivent être reconstituées ou est-ce qu'on fait une moyenne? Voilà, quels sont les… Non, comme j'ai dit tout à l'heure sur la présentation, on n'extrapole pas. On a un contrat de travail sur lequel effectivement le salarié aurait dû toucher tant puisque c'est mentionné sur son contrat de travail. Il peut y avoir des primes mentionnées sur son contrat de travail, donc c'est fixe, c'est ferme. Et effectivement, on peut rétablir le salaire dans ces conditions-là. Par contre, à partir du moment où c'est, comme je disais, une prime sur objectif, des avantages en nature, de trajet, de déplacement, de repas à l'extérieur, on ne peut pas savoir si vraiment il aurait été à l'extérieur, il aurait pu y avoir n'importe quoi, une urgence, il aurait pu rester sur site, etc. Donc, on n'extrapole pas, on reste vraiment sur du concret, sur le contrat de travail. Et tout le reste, par contre, n'est pas à rétablir. Donc ça veut dire que concrètement, dans ce cas-là, on reconstitue le salaire de base, et on rajoute les indemnités panier trajet qu'il a réellement perçues. Et on n'en compte pas pour la période d'absence. Alors,
toujours pareil, à vérifier avec l'entreprise. C'est un travail vraiment entre eux et l'entreprise. Le CPAM prendra effectivement ce qui sera déclaré dans les meilleures conditions. C'est à vérifier avec l'entreprise les accords, les conventions et le contrat de travail, surtout le contrat de travail faisant foi. D'accord. Alors, il y avait une question sur une personne en activité partielle. Donc, je vous lis le cas. Hein. Nous avons un cas d'un congé maternité faisant suite à une activité partielle liée au Covid. Et là, la personne, en fait, dit que les droits ont été supprimés et que le dossier est bloqué. Alors, par rapport à alors le problème, c'est que si le dossier est concret, je prends la demande. L'activité partielle, quand vous parlez d'activité partielle, nous sommes d'accord que vous parlez de chômage partiel. Oui, oui, c'est ça. Oui. Donc, par rapport au chômage partiel, selon le dispositif et selon à quel moment a eu lieu l'arrêt de travail, le chômage partiel est assimilé à une activité pour nous. Donc, on peut faire une ouverture, on peut potentiellement, j'insiste sur le potentiellement, faire une ouverture de droit en termes d'heures, puisqu'il faut 150 heures sur les 3 derniers mois, dans le cas général, pour pouvoir ouvrir des droits aux indemnités journalières, maladie ou maternité. Le chômage partiel peut faire l'objet d'une assimilation en termes d'heures. La problématique qui se pose sur un cas aussi concret, c'est que sans savoir comment a été effectué le chômage partiel, sans savoir s'il correspondait à une fermeture Covid, sans savoir quel était le contrat de travail de la salariée, c'est de pouvoir se prononcer. Maintenant, j'invite cette personne à se rapprocher de sa caisse ou à contacter le 3679 pour faire le point sur les modalités de déclaration. Puisqu'il y a eu une subtilité qui s'est produite pendant le Covid, c'est que lorsque vous avez fait des signalements d'événements d'arrêt de travail intégrant dans la période de référence de l'activité partielle, chez nous, nous n'avons pas l'information de l'activité partielle, nous avons seulement un motif d'absence autorisée. Donc c'est pour ça que souvent, sur ce type de signalement d'arrêt de travail, nous avons repris contact soit avec le tiers déclarant, soit avec l'entreprise pour avoir confirmation que ce n'est pas seulement une absence autorisée, que c'est bien du chômage partiel. Est-ce qu'on est dans ce cas de figure où on n'a pas eu l'information? Et dans ce cas-là, il faut vraiment que le cabinet comptable concerné et l'entreprise prennent contact avec le 3679. D'accord. Je rebondis, effectivement, je me permets sur ce que dit Romain. Comme il le précise, en fait, en DSN, il n'y a pas le motif d'absence, effectivement, chômage partiel, comme il y a sur Net Entreprise. C'est-à-dire que même si vous le sélectionnez dans le logiciel, ça remonte automatiquement en absence autorisée. Alors, bien sûr, normalement, ce dispositif était plutôt rare hors période Covid. Maintenant, avec la période qu'on a connue, on se rend compte qu'il y a énormément d'attestations, forcément, qui auraient eu nécessité de remonter avec cette absence de chômage partiel. D'accord. Alors, en lien avec Net Entreprise, une autre question. On n'a pas accès à l'attestation de salaire dématérialisée, j'imagine, plutôt que rematérialisée. Sinon, où? Je ne l'ai jamais vu. Sur Net Entreprise, alors Net Entreprise, oui, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un portail Internet, donc il n'y a aucun historique, aucune sauvegarde de données pour des raisons de sécurité. Par contre, le téléservice vous permet, une fois que vous avez rempli toutes les étapes, il vous génère une attestation de salaire, laquelle il faut imprimer pour conserver, puisque c'est vraiment le suivi de votre déclaration. Tous, même tous les navigateurs interprètent cette fenêtre-là comme un pop-up. Donc, il suffit juste d'autoriser les pop-up sur votre navigateur pour qu'à la fin du téléservice, l'attestation soit générée avec tous les éléments que vous avez déclarés. Tout à fait, je confirme. Comment rétablir les salaires lors du versement d'un 13e mois en 2 fois via la DSN? Alors, je ne comprends pas bien la question. Là, on est sur alors rétablir les salaires. Il n'y a pas eu d'absence, donc après, ça peut être une erreur de déclaration. Je pense que je vais rebondir sur ce que disait Romain tout à l'heure. À ce moment-là, il faut qu'il y ait une modification qui est faite sur la mensuelle et il faut refaire derrière une attestation indiquant qu'effectivement, il y a eu ou un oubli ou un retard sur le versement d'un 13e mois ou autre. Je continue, Sébastien? Pardon, oui, Sandrine. Oui. Alors, donc c'est une question liée aux arrêts de travail. Donc, un salarié en arrêt de travail depuis longtemps et jusqu'au 30 avril 2021 est informé qu'il bénéficie d'une pension d'invalidité
à compter du 20 mars 2021. Il vient aussi de nous transmettre un nouvel arrêt jusqu'au 31 juillet 2021. Comment est-il possible qu'il soit en arrêt de travail alors qu'il bénéficie d'une pension d'invalidité a priori pour le même motif? Est-ce que, voilà, quid des IJ, est-ce que son dossier va être retraité après? Voilà. La personne a ce cas-là actuellement. Pardon, nous sommes sur une zone un peu sensible par rapport au passage en invalidité. Il faut savoir qu'à partir du moment où une affection a été individualisée, on a droit à 3 ans d'indemnité journalière. Au-delà, soit l'État est considéré comme guéri, dans ce cas-là, l'arrêt de travail n'est plus indemnisé, et j'insiste sur la notion de n'est plus indemnisé, soit le service médical estime que la personne a perdu les 2/3 de sa capacité de gain au travail, et dans ce cas-là peut bénéficier d'une pension d'invalidité. La pension d'invalidité, elle va se gérer avec la médecine du travail sur l'aménagement du temps de travail. Ça ne regarde plus la CPM. Nous accordons pas la pension d'invalidité. Nous cessons l'indemnisation à partir du moment où il y a une mise en invalidité pour une pathologie définie. Rien n'empêche, malheureusement, à ce que la personne, une fois que l'invalidité a été déclarée, de déclarer une nouvelle pathologie. Et dans ce cas-là, c'est au médecin conseil de faire le distinguo entre cette pathologie et la précédente. Et dans ce cas-là, il y aura un nouvel arrêt de travail avec un nouveau délai de 3 ans qui peut courir si nous sommes dans le cadre d'une longue pathologie. La problématique qui peut se poser, c'est celle qui, je pense, est soulevée, c'est que la personne a eu sa pension d'invalidité et continue à fournir des prolongations. Le problème, c'est que la prolongation justifie l'absence auprès de l'employeur. Nous, en revanche, si on est toujours dans le cadre de la même pathologie qui a impliqué l'invalidité, qui est venue donner droit à la pension d'invalidité, nous allons cesser le paiement des indemnités journalières. On est dans une zone où le salarié peut justifier de son absence auprès de l'employeur, mais nous n'allons pas indemniser. D'accord. Et auquel cas, le salarié n'a pas droit au maintien de salaire prévu en tant qu'arrêt de travail, puisqu'il ne perçoit pas d'IJ. Puisqu'il ne perçoit pas l'indemnité journalière. Maintenant, généralement, dans les contrats de prévoyance, il y a aussi des contrats de rappel par rapport à l'invalidité, de pension d'invalidité complémentaire, entre guillemets, je ne me souviens plus le terme exact. Et la problématique pour ces personnes-là, et c'est tout l'intérêt de la slide sur la prévention de la désinsertion professionnelle, c'est d'anticiper les 3 ans, d'anticiper la mise en invalidité pour éviter ce genre de situation. Vous avez un salarié qui peut potentiellement, pour des raisons qui lui sont totalement indépendantes, qui peut se retrouver sans indemnité journalière, alors qu'avec la médecine du travail, d'autres dispositifs auraient pu être mis en place pour une reprise d'activité sans en arriver jusque-là. D'accord. Alors, je refais un point, Jérémy, sur le dernier jour de travail. Quand le salarié a travaillé, admettons, le 15 et que l'arrêt est daté du 15, il y a quelqu'un qui mentionne que malheureusement, on a parfois des refus et on nous demande de corriger le dernier jour de travail. Alors, il peut y avoir effectivement une interrogation. Ça arrive suivant, parce qu'il peut y avoir un rejet, parce que la date de dernier jour de travail va correspondre au jour d'arrêt. Donc, le technicien, en fait, va demander simplement à l'employeur de confirmer la date de dernier jour de travail. Mais je confirme, par contre, il faut rester sur la date du jour si la journée a été commencée. D'accord. Question sur la DSN cette fois-ci. Faut-il renseigner tous les prénoms figurant sur l'attestation de droit, même si le salarié n'utilise que le premier? Il faut renseigner tous les prénoms que vous indique le bilan d'identification des salariés lorsque vous déposez votre DSN mensuel. Lorsque vous déposez votre DSN mensuel, vous avez un bilan d'identification qui est remis suite à l'étude de toutes les déclarations que vous avez effectuées pour chacun des individus, chacun des salariés de l'entreprise. Et c'est ce bilan-là qui fera foi et qui vous donnera les informations à indiquer dans vos DSN mensuelles prochaines, notamment sur les noms, prénoms attendus. Sachant qu'encore une fois, il peut aussi y avoir des problématiques de confusion avec des homonymies, ce genre de choses, et donc aussi de vous assurer de votre côté de la bonne identité du salarié, notamment avec une copie du passeport ou une copie de la pièce d'identité, et pas seulement l'attestation de droit. Par définition, nous sommes soumis aux informations que nous transmettent les assurés. Donc, si la personne vous transmet une attestation de droit avec son nom de jeune fille, alors que ça fait 10 ans qu'elle est mariée, mais qu'elle ne nous a jamais signalé son mariage, nous n'aurons pas la bonne information. D'accord. Alors ensuite, il y avait une autre question pour les accidents de trajet concernant toujours le dernier jour de travail. Donc, quand l'accident de trajet a lieu le matin,
Donc, le jour de travail, on considère qu'il n'est pas commencé. Non, justement. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est la subtilité de l'accident de trajet. C'est le seul cas où effectivement l'employé n'a pas encore mis les pieds à proprement dit dans l'entreprise, mais par contre, au niveau de la législation accident de trajet, sa journée de travail a commencé, puisqu'il est couvert par l'accident de travail. Donc le DJT sera le jour de l'accident de trajet. D'accord, mais du coup, vous allez le prendre en compte, en charge qu'à partir du lendemain. Oui, tout à fait. Puisque Mais au niveau de la l'employeur, législation, toute journée commencée n'est pas indemnisable par la CPM. d'accord. Donc, c'est à l'employeur d'assumer cette journée. Oui. Mais en accident de travail et en accident de trajet, c'est pas la même réglementation. Pour vous, c'est la même. Une convention peut-être de l'entreprise qui prévoiront peut-être pas d'indemniser la totalité de la journée, voire peut-être ne pas l'indemniser du tout. Mais nous, en tout cas, on ne doit pas l'indemniser, on l'indemnisera pas. Ok. Alors, ben, toujours justement, dans l'accident de trajet est-il soumis à la carence? Non, pas de jour de carence en AT. AT, trajet et maladie professionnelle, j'insiste, les trois ont la même législation. Alors, il y a une question sur un cas. Un médecin a refait un arrêt de travail à un salarié à une date antérieure à l'initiale. Comment traiter ce nouvel arrêt? Donc, on ne peut pas faire d'annulé remplace non plus, puisque c'est sur une période où on n'a pas fait de déclaration. Donc, C'est important de souligner dans ce cas-là, sur la date de dernier jour de travail, c'est encore une fois d'avoir un échange avec l'employeur pour avoir vraiment la date de dernier jour de travail. Là, dans ces cas-là, en fait, ce qui arrive souvent, c'est qu'on en reçoit une prolongation avant l'initiale ou voilà, quelque chose comme ça. Donc, il peut y avoir un arrêt à partir du 15, mais on va recevoir la prolongation du 20, on ne va pas comprendre. Donc, la CPM va l'interpréter comme un initial et va payer à partir du 20. Donc là, après, dans ce cas de figure-là, c'est si vous avez donc un initial à compter du 15, ce qu'il est bon de faire en amont, c'est lorsque vous avez un arrêt du 20, c'est d'être sûr que l'employeur vous communique la bonne date, la dernière date de travail, en fait. Si vous indique bien le 14 en disant, mais le 14, il était là, mais le 15, il n'était plus là, il est en arrêt de travail. Même si vous n'avez pas forcément l'arrêt, ça peut être une date de dernier jour de travail pour justement éviter ces rejets. D'accord. Sinon, une annule et remplace avec la date de dernier jour de travail effective. D'accord. Où voit-on le salaire, où voit-on le salaire rétabli sur notre logiciel ou sur Net Entreprise? Donc sur les logiciels de paye, ça dépend si on a accès au contenu de l'attestation de salaire. Et sur Net Entreprise, c'est nous qui les saisissons. Donc là, on le voit directement. Après, vous, sur le logiciel, vous pouvez pas, enfin, je sais pas si vous pouvez indiquer où on les voit. C'est pas dans les DSN. Vous ne pourrez pas forcément les voir sur les logiciels durant la saisie de l'arrêt. C'est du paramétrage souvent. C'est souvent du paramétrage et d'un point de vue strictement technique, si on s'en réfère au cahier technique de la DSN, dans votre logiciel, lorsqu'il découpe le fichier DSN en blocs, les éléments sont dans le bloc 51. Donc après, vous avez une sous-partie qui concerne la déclaration avec une période et le type de rémunération déclarée et le type de rémunération. Vous pouvez choisir salaire établi et c'est ce qui va correspondre dans le fichier. Mais là, on est dans le fichier que vous déposez, donc le fichier un peu illisible que vous déposez. Là, c'est vraiment un travail de coordination avec votre éditeur de logiciel à effectuer pour voir comment fonctionne, comment a été intégré le cahier technique de la DSN dans le logiciel. D'accord. Sur Net Entreprise, je confirme, vous avez deux étapes pour les salaires. Donc, la première étape qui sont sur les salaires bruts perçus et la deuxième étape qui concerne les salaires reconstitués, les salaires établis. Ensuite, il y en avait une, c'était une précision par rapport à la question que j'ai posée tout à l'heure pour les salaires rétablis.
Donc en fait, l'entreprise paye le 13e mois en 2 fois, une partie en juin, une partie en fin d'année, en novembre. Et en fait, le salarié est malade en juillet. Donc on prend les salaires établis du mois précédent. Donc par rapport à juin, le fait qu'il y ait une partie du 13e mois, est-ce que pour vous, ça a une incidence ou vous le traitez tel quel? Alors, il ne faut Non, pas faire l'amalgame entre les salaires. Ah, pardon, excuse-moi. Il ne faut pas faire l'amalgame entre les salaires perçus et les salaires rétablis. Le salaire rétabli, c'est parce qu'il y a eu une absence dans le mois de référence. Donc, on rétablit le salaire sur un salaire brut qui figure sur son contrat de travail. Le 13e mois en maladie est englobé dans le salaire. Donc, s'il y a un 13e mois au mois de juin, il faut le mentionner dans le salaire de son brut soumis à cotisation. D'accord, donc ces IJ seront majorés de cette partie de 13e mois qu'il a perçu là. S'il avait été malade janvier-février, en avril avec janvier-février-mars, il n'y aurait pas eu de 13e mois dedans. C'est ça. Exactement. Sachant qu'au niveau de l'accident de travail, il faut proratiser les primes, par contre, ces fameuses primes. Mais en maladie, oui, c'est salaire plein pot. Donc, effectivement, il y a un avantage si ça tombe, s'il y a le mois de juin dedans, dans ce cas-là, alors que s'il y avait le mois de février. D'accord. Sandrine, on va passer encore 2 questions et puis on répondra aux autres questions éventuellement par écrit si nécessaire. Alors, vous nous montrez, mais c'est une réponse qui avait été donnée tout à l'heure. Comment voir l'attestation de salaire sur Net Entreprise, car je ne peux jamais les voir. Donc, c'est ce que tu dis. Il n'y a pas d'historique sur Net. Non, en fait, c'est que la personne doit avoir dans ses paramétrages de sa liaison, enfin de son routeur Internet Explorer, que ça bloque les pages pop-up. Et donc, du coup, la page quand on valide l'attestation, la page qui s'affiche et qui nous présente l'attestation, elle doit être bloquée par les paramétrages Internet. Donc, c'est vraiment lié au lancement de la page Internet sur l'ordinateur, quoi. Ok, c'est du paramétrage local. Oui. Alors, pour être plus simple, si vous voulez le faire d'ores et déjà, vous pouvez faire remplir une attestation, aller jusqu'à l'étape 8, ne pas la télétransmettre. Vous pouvez faire un exemple, par exemple. Et à l'étape 8, lorsque on vous donne la possibilité d'inscrire oui pour la signature numérique, là, vous devez avoir un message sur votre navigateur directement qui vous permet d'un simple clic de débloquer les pop-ups sur le site Net Entreprise. Sandrine, je vous laisse faire la dernière question. Oui, alors s'il y a une prime de fin d'année dans les 3 mois pris en compte dans la DSN, alors elle est prise en compte pour l'indemnisation comme si elle concernait seulement les 3 mois. Exemple, idem s'il s'agit d'une prime exceptionnelle. Bon, je pense qu'on y a répondu avec la notion du 13e mois. Donc ça, c'est bon si c'est un arrêt maladie. Tout à fait. Hein, Ou maternité. pris en compte tel quel. Ok. Bon, je pense qu'on a fait le tour des majorités des questions. Il y a quelques questions encore, mais voilà. Pour le trajet, si vous voulez. Pardon? Je peux apporter la réponse pour le dernier jour de travail pour les accidents de trajet et confirmer l'information. L'accident de trajet, il a lieu le matin, la journée est due par l'employeur au même titre qu'un accident de travail classique et c'est couvert par l'article 433-1 du Code de la sécurité sociale. Parfait. Bon, après les autres, il reste 2-3 questions. On les renverra par écrit, c'est ça, Sébastien? Oui, on fera ça. Oui. D'accord. On verra avec les intervenants et les organisateurs. Oui. Ok. Bon, mais très bien. Merci pour toutes ces réponses, hein. Sandra, Jérémy et Romain. Merci, oui. Concernant le questionnaire, Sébastien, vous voulez il sera diffusé après à chaque participant pour l'évaluation du webinaire? Oui, c'est ça. Vous allez recevoir un questionnaire avec donc 7 questions questions à chaud sur la tenue de ce webinaire, l'intérêt de ce webinaire, et puis sur des sujets, des thématiques d'autres webinaires qui pourraient vous être proposés. Donc, vous allez recevoir
automatiquement ce questionnaire sitôt que cette présentation aura été terminée. Beaucoup de questions sur le téléchargement du document, du support. Dans la rubrique « Documents à distribuer », vous avez le diaporama en PDF ou en PPT. Et vous avez également le questionnaire qui va être transmis. Oui, donc il y a la version PowerPoint pour que vous puissiez avoir accès aux liens hypertextes qui avaient été préparés sur les fiches DSN notamment. Voilà. Bon, mais le webinaire est terminé. Merci à tous pour cette présentation qui était très claire. Moi, j'ai trouvé ça très bien. Mais d'ailleurs, il y a des personnes qui disent que c'était un super webinaire. Donc, voilà. Autant déjà vous le dire d'entrée. Bon, mais bonne fin d'après-midi à tous et puis au prochain webinaire. Merci. Merci à toutes et tous. Merci aux intervenants. Merci à l'ordre des experts comptables. Avec plaisir.